Alors, le petit audio que voici est fait pour parler du grand blocage entre l'éther et l'homme. Le grand blocage consiste en quelque chose de très très simple, mais vraiment super simple, qui peut être dézingué soit par une situation saturatoire faisant basculer l'être humain dans une explosion donc, de ce barrage. Donc la situation saturatoire fait exploser le barrage, donc le barrage vole en éclats, et on va parler du barrage. Ce qui se passe, c'est que quelquefois, il n'y a pas forcément de situation saturatoire paroxysmique qui sont suffisamment violentes pour faire exploser le barrage. Alors on aimerait bien ça, quelquefois ça arrive, on a cette chance, mais quelquefois on a des vies qui sont programmées pour être à peu près plan-plan. Alors plan-plan, je ne veux pas dire dans le sens péjoratif, mais dans le sens où il n'y aura pas une violence de situation saturatoire qui fera exploser le barrage. Alors, pour faire exploser le barrage, alors on ne fait pas exploser le barrage dans l'autre cas, on le fait disparaître progressivement. C'est vrai qu'on peut se dire, mon Dieu, mais si j'ai pas de situation saturatoire, je vais toujours rester coincé avec ce barrage, qui est le barrage émotionnel, mais qui est constitué d'une chose très très simple et qui est facile à repérer. Enfin, elle n'est pas facile à repérer parce que ça crée vraiment des écrans de fumée, cette chose-là, et des écrans de fumée qui sont très très intellectualisants. Donc quand on tombe dans l'électualisant, enfin on est très, prisonnier d'hypnose individuelle et collective. Donc si on n'a pas ces situations saturatoires violentes qui sont en mesure de faire exploser une fois pour toutes, enfin entre guillemets, une fois pour toutes, parce que le barrage est toujours à même de se reconstituer petit à petit, même quand il a volé en éclats, donc attention. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est très intéressant de savoir que notre barrage est volé en éclats grâce à une situation saturatoire violente, ou bien non. C'est intéressant de savoir en quoi consiste ce barrage. Ce barrage consiste en un miroir, c'est-à-dire il est constitué de réflexions. Et pour ça, on va parler d'une centrale électrique qui possède un réacteur nucléaire. Et le réacteur nucléaire a ce qu'on appelle le cœur du réacteur. Donc dans la centrale, il y a le réacteur nucléaire. Et il y a dans le réacteur nucléaire, il y a le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur est en général alimenté par des substances nucléaires. Donc il faut savoir que le subatome psychologique et atomique fonctionne de la même manière qu'une centrale nucléaire. Donc dans le cœur de l'atome, tout comme dans le cœur du réacteur, il y a une substance nucléaire. Dans le subatome, il s'agit de l'éther. Dans les centrales électriques classiques, en général, il s'agit de l'uranium. Peu importe, de toute façon, le principe reste le même, que ce soit dans un cas ou dans un autre, les réactions sont les mêmes. Et on parle vraiment de réaction. Dans le cas, alors, on va mixer l'exemple de la centrale nucléaire avec l'exemple du subatome, de manière à comprendre ce qui se passe au niveau psychologique, psychique et énergétique. Ce qui va nous permettre, dans un certain temps, d'identifier les acteurs du réacteur et de sa réflexion, c'est-à-dire des réactions qu'il va produire au niveau électrique. Et que l'on parle du subatome psychique ou que l'on parle de la centrale électrique, on a exactement les mêmes éléments qui entrent en action et donc en réaction. Donc, sans s'attarder sur les réactions, sur l'action nucléaire par elle-même, qui est propre à elle-même, qui a un objectif propre à elle-même, au niveau du subatome, on déterminera que l'éther veut se connaître lui-même dans les réactions qu'il provoque à travers la centrale nucléaire qui est le subatome. Donc le subatome est un réacteur nucléaire de l'éther.
Ce réacteur nucléaire va produire de l'électricité et cette électricité va se concrétiser sous la forme de fractales holographiques de ce même réacteur et de ce même cœur du réacteur. Ce sont donc des reproductions qui sont à l'image de la mitose cellulaire. Voilà, ça fonctionne comme ça les fractales. Et donc ça fonctionne sur la base de la réflexion. Que ce soit une centrale nucléaire que l'on connaît ou que ce soit le subatome, ça fonctionne sur la base de la réflexion. C'est-à-dire que la réaction nucléaire va se transformer en électricité. Donc dans le subatome c'est pareil. Et donc les humains sont des éléments électriques, sont des réactions électriques au subatome, au réacteur nucléaire qui est le subatome. Ces réactions électriques sont composées de ce qu'on pourrait appeler un miroir réflecteur qui est un écran de projection. Donc la matière est un écran de projection du réacteur nucléaire qui est le subatome. Donc cet écran de projection qui est la matière, qui est le troisième état de l'éther, donc c'est une manifestation fractale de l'éther, c'est le troisième état de la matière. Sans parler de physique pure et dure, on va être très 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 simple. Le troisième état de la matière a un niveau philosophique qui peut être quelquefois apparenté à un niveau physique. Voilà. Et dans ce cas, cette étude philosophique des trois états de la matière est aussi un amalgame des aspects physiques de la matière et de l'éther qui le compose. Donc, évidemment, dans la physique pure et dure, le troisième état de la matière, c'est pas du tout, le troisième état de l'éther, c'est pas du tout la matière. Mais bon, dans les affaires qui nous occupent ici, on va dire que si. Voilà. Donc, cet écran réflectif qui est la matière, c'est en fait la bordure, le bord du disque dur qu'est le subatome. Le bord de votre disque dur subatomique, en fait, c'est cet écran. C'est donc un écran de projection sur lequel, quand vous touchez, par exemple, quand vous avec le doigt vous faites le tour de votre disque, de votre DVD, par exemple, vous allez considérer que c'est ça la matière, et que donc là-dessus va être projeté tous les programmes qui sont contenus dans le subatome, de manière à créer donc des réactions électriques. En général, ces réactions électriques passent par le système nerveux humain, donc par ce qu'on appelle aussi le troisième cerveau et le cerveau qui se trouve dans le subatome, et aussi qui est relié au cœur de l'atome, donc au cœur du réacteur atomique subatomique. Donc ce troisième cerveau est relié et transmet ces informations, donc les programmes, il les transmet au système nerveux qui est dont la centrale cérébrale est la glande pinéale et distribue à tout le corps qui est autour de la glande pinéale, qui est relié à la base de la moelle osseuse, donc de la moelle épinière, qui est en haut de la colonne vertébrale et qui est relié donc par ce petit environnement qui est autour de la glande pinéale. Donc les informations des programmes subatomiques sont transmises par cet endroit-là précisément et donc sont ensuite distribuées. Les actions programmées dans ces programmes-là vont être transmises au corps qui, par le mental des cellules aussi, puisque les cellules sont des petits cerveaux qui vont exécuter les programmes par des actions mécaniques, physiques, et donc qui vont générer des interactions psychologiques entre les entités qui sont ces écrans de projection mentale du cœur du réacteur via le réacteur subatomique. Alors pour être simple et revenir à quelque chose de très concret au niveau de notre vie quotidienne, cet écran de projection, nous sommes un écran de projection en tant qu'élément matière. Et de ce fait, étant un écran de projection, on va recevoir les influx électriques, donc nerveux, des programmes qui doivent s'exécuter par nos mouvements dans l'espace matériel, qui est le troisième espace de l'aspect éthérique du réel. Voilà. Parce que nous, on vit dans la réalité et l'éther, c'est le réel. Je fais une petite pause parce qu'il faut que je fasse des manœuvres
des mouvements. Alors voilà, maintenant nous avons une averse de grêle. Donc ça, c'est des mouvements dans l'espace projectif de la matière. Donc c'est quoi notre barrage qui nous coupe de l'éther concrètement dans le quotidien et ce qui nous empêche de faire des choix qui sont des choix créatifs qui vont créer un bien-être et une harmonie à tout le corps physique et à tout l'univers psychologique qui est à l'intérieur du corps physique. Ce qui nous empêche de faire des choix qui visent l'harmonie et l'équilibre, c'est une seconde réflexion. C'est-à-dire que la matière est déjà une réflexion, une projection du réacteur nucléaire qui est le cœur de l'atome, qui est l'éther. Donc c'est déjà une projection, la matière. Mais il se trouve que nous, étant des projections de ce réacteur nucléaire du subatome, on fonctionne de la même façon. On fait nous aussi des projections dans un autre espace qui pourrait être une nouvelle matière. Mais cet espace-là, en fait, c'est un écran mental où nous projetons ce qu'on appelle l'image de soi. Donc cet écran mental est un double mensonge, en fait. Déjà, la matière est déjà un mensonge en lui-même, puisque c'est une projection du réel dans une réalité. La réalité étant déjà une perversion entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif, c'est pas du tout utilisé de manière péjorative. Une perversion quand même parce que c'est une altération du réel. La réalité est une altération du réel. Donc une diffraction, c'est un mensonge en soi déjà. La réalité est un mensonge du réel. Mais dans cette réalité, nous créons encore un autre mensonge à l'intérieur du mensonge qui s'appelle la projection mentale de l'image de soi sur écran mental. Ce qu'on appelle communément l'ego, et qui en fait n'est pas l'ego mais le faux ego. C'est-à-dire non pas une image de soi mais une fausse image de soi. Parce que c'est un double mensonge. Voilà, il y a déjà le mensonge cosmique, mais il faut savoir qu'il y a le double mensonge cosmique qui est le faux soi. Et ce faux soi, c'est ce qu'on appelle la sécurité sociale. Cette sécurité sociale se construit avec... alors c'est la tour de Babel en fait, qui est une entreprise qui est avortée dès le départ parce qu'elle est limitée par le langage qui n'est jamais capable de refléter le réel, qui n'est déjà pas capable de refléter la réalité, mais alors faut pas lui demander de refléter le réel. Bon, donc on est vraiment dans un problème de limitation de langage, donc l'allégorie de la tour de Babel est très intéressante puisque la tour de Babel, on le sait, a échoué. Et c'est heurté à la limitation du langage et de la compréhension des êtres entre eux. C'est vraiment là-dessus qu'on vit. Hein. La tour de Babel est une allégorie en fait de la difficulté psychologique que les êtres qui vivent sur le double mensonge de la fausse image de soi. Et forcément, c'est très difficile pour eux de communiquer puisqu'ils communiquent sur un double mensonge. C'est-à-dire, ils n'arrivent déjà pas à percevoir ce que c'est la réalité. Ensuite, évidemment, il ne faut pas leur demander de percevoir ce que c'est que le réel. Mais en plus, ils vivent dans cette projection de la projection, qui est la fausse image de soi. Et cette fausse image de soi, cette tour de Babel, est vraiment une sécurité sociale, c'est-à-dire une construction des hommes entre eux. On s'est tous construit une image individuelle de soi, une fausse image individuelle de soi, et chacun ayant fait ça, on vit dans SimCity, c'est-à-dire que chaque fausse image de soi vit avec d'autres fausses images de soi, et c'est pour ça qu'on a du mal à communiquer entre nous, puisque on ne se raconte que des mensonges, et on vit dans l'inconscience qu'on se raconte que des mensonges. Comment sortir de cette double projection, de ce double mensonge, pour déjà se rendre compte du premier mensonge? Parce que pour se rendre compte du premier mensonge, il faudrait déjà démasquer le deuxième mensonge, qui est à l'intérieur du premier mensonge. C'est déjà chose difficile. À la limite, aujourd'hui, on a eu plus de facilité à débusquer le premier mensonge grâce à la science supramentale. Et aujourd'hui, il va nous incomber de démasquer le mensonge dans le mensonge, c'est-à-dire la fausse image de soi. Et c'est vraiment la fausse image de soi qui fait barrage et qui est alimentée par les programmes subatomiques, donc égrégores. Ces programmes architecturaux entretiennent la fausse image de soi
et alimente la fausse image de soi. C'est-à-dire que les interactions entre les humains sont des programmes qui correspondent à un entretien sécuritaire de la fausse image de soi. Alors dans toutes nos relations, nous allons découvrir que nous cherchons une certaine harmonie, mais une harmonie qui est totalement illusoire, qui a pour seul but d'actualiser la fausse image de soi. Et ça fera toujours barrage au passage de l'énergie nucléaire, donc réelle, avec la réalité projective de la matière. C'est-à-dire que le réel nucléaire ne pourra jamais alimenter la réalité projective de la matière tant que la matière produira des fausses images de soi. C'est-à-dire qu'on a vraiment un double écran protecteur qui nous protège de la radioactivité de l'éther. Bon, c'est une bonne chose. C'est vraiment une double protection. On a une double couche. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir quand on fait des gravures sur les DVD, il y a une double couche en général. On peut choisir d'en avoir qu'une seule, mais en général on choisit la double couche parce qu'on pense que ça va être plus solide, que ça va pérenniser l'impression des données réflexives qui sont sur un DVD. Je parle de DVD parce qu'on grave aujourd'hui plus facilement des DVD que des CD. Bon. Et puis on regarde plus facilement des DVD qu'on écoute des CD. Aujourd'hui on n'écoute plus des CD, on écoute des MP3. Donc ça parle plus à beaucoup de pas grand monde que de parler de CD. Ça parle mieux de parler de DVD. Donc on va parler de DVD. Dans ce cas, donc on a ce double barrage qui doit être identifié. Alors, comme vous avez pu le remarquer, un DVD a une surface réfléchissante. Donc il faut savoir que la double projection est une seconde surface réfléchissante, donc la double couche qui se trouve sur le DVD, c'est le faux soi. Pour arriver à en avoir une simple couche, il vaut mieux faire une gravure non fermée en écriture. Voilà, quand vous gravez un DVD, vous avez le choix de le fermer en écriture ou de ne pas le fermer en écriture. Alors, dans ce principe d'impression, maintenant, quand vous allez faire des nouvelles impressions, c'est-à-dire vivre de nouvelles expériences, faites le choix de ne pas fermer en écriture. Parce que ne pas fermer en écriture, ça va permettre une actualisation continuelle de la capacité d'impression des expériences, c'est-à-dire de l'exécution des programmes. Donc, ça va permettre que cette actualisation enlève la double couche. Ça va vous permettre d'identifier de plus en plus en quoi consiste la double couche de la fausse image de soi. C'est la manière que vous aurez de déconstruire progressivement le miroir, le second miroir réflectif, qui est la projection de la matière, qui est donc le faux soi. Et ça va permettre de se passer des situations saturatoires violentes qui seront à même de faire exploser violemment le miroir réflectif. Parce qu'on n'est pas obligé d'en passer par une explosion violente du miroir réflectif. Personnellement, je suis passée par une explosion très violente du miroir réflectif. Je m'en suis pas trop mal tirée, malgré tout, même si je suis passée par des moments que je ne vous décrirai pas, tellement ils ont été violents. Mais bon, on n'est pas obligé d'en passer par là. On a vraiment la solution d'une prise de conscience graduelle qui va consister en des petits événements saturatoires où on va avoir la capacité, en ayant une connaissance plus précise des mécanismes de la réflexion, d'identifier la double réflexion qui crée une double couche sur la surface d'impression de ces surfaces d'espace-temps qui constituent le matériau sur lequel s'impriment de manière électromagnétique les mémoires. Pour le moment, nous en sommes dans des mémoires réflectives, c'est-à-dire dans des mémoires de type mémoire morte, et on va rentrer de plus en plus dans des mémoires non réflectives qui sont de type mémoire vive. Donc ce seront des mémoires instantanées qui n'ont pas besoin d'être imprimées de manière pérenne parce qu'elles sont auto-actualisantes. Ça permet des choses grandioses,
c'est-à-dire de ne plus être prisonnier du subatome et de sa réflexion, de sa double réflexion, c'est-à-dire de la réflexion matière, donc la réflexion espace-temps, et de la réflexion du double mensonge, qui est la fausse image de soi. Alors, la fausse image de soi, comment est-ce qu'on l'identifie ? On l'identifie lorsque il y a des aspects qui sont au-delà de la zone de confort, qui sont des aspects de sécurité sociale. À chaque fois qu'on nous offre une valorisation pour actualiser le personnage social, on est forcément dans le double mensonge et on va forcément se faire avoir dans une illusion, c'est-à-dire dans une réflexion double couche. Dans une réflexion double couche. Déjà, la réflexion de la matière est une réflexion simple couche et c'est déjà un gros mensonge, mais c'est pas grave, on vit dans la réalité qui est un gros mensonge du réel, mais peu importe, cette réalité, comme disait Einstein, est une illusion très stable. Donc, on va vivre dans cette stabilité un certain temps et on va éviter le piège aussi, qui est le piège des spiritualistes, de vouloir s'échapper de ce mensonge de la réflexion de la réalité pour vivre dans d'autres espaces qui seraient bien meilleurs. Pour le moment, on en est au stade de la matière, on va assumer pleinement ce stade et arrêter de vouloir s'échapper de la matrice, n'est-ce pas ? Voilà, parce que c'est le meilleur moyen d'y rester coincé, vouloir s'en échapper. Donc, on oublie encore cette triple illusion, parce que là, c'est une illusion triple couche, voilà. Vouloir la réalisation est le plus grand obstacle de la réalisation, et le désir de réalisation, c'est l'illusion triple couche. Voilà. C'est vraiment des couches qui se superposent. Peut pas y en avoir plus que 3 d'ailleurs, hein, parce que vouloir sortir de la matrice, c'est l'illusion triple couche. Il n'y a pas de plus grande illusion que de vouloir sortir de la matrice. Voilà. Donc pour le moment, on y est, on y reste et on assume et on fait ce qu'il y a à faire, parce que si on est venu là en tant que cœur du réacteur, c'est parce qu'on avait un but. Donc quand on arrive à s'identifier au cœur du réacteur et à comprendre qu'on est le cœur du réacteur qui s'est projeté lui-même dans une première couche d'illusion et ensuite dans une seconde couche d'illusion qui est le faux soi, on sait qu'on a quelque chose à faire ici. Bordel de merde, voilà. On arrête de vouloir s'échapper de ce qu'on s'est fixé comme objectif. Le tout est de savoir ce qu'on s'est fixé comme objectif, de savoir en fait ce qu'on est venu foutre ici. Donc ça s'appelle la soumission, la mission en dessous des doubles miroirs et des triples miroirs lorsqu'on est dans l'illusion de vouloir en sortir. Bon, alors j'arrive à Soursac, petit village que j'aime bien, voilà. Donc sur la route on parcourt des distances, ça s'appelle l'espace-temps. Et on vit des expériences, c'est-à-dire on vit des impressions que l'on grave sur le DVD réflexif de la matière. Donc on est là pour ça. On est là pour se rendre compte de tout ça. Ça s'appelle les flux énergétiques. Les flux énergétiques sont des impressions électromagnétiques que l'on grave sur un espace-temps, quel qu'il soit. Quelle que soit sa nature, on grave toujours une impression sur un espace-temps, qui est un disque dur, en général de surface plane, tout comme la Voie lactée, surface plane. Donc tout fonctionne sur une surface plane sur laquelle on peut graver des impressions. Dans le quotidien, comment est-ce qu'on arrive à débusquer et à déconstruire la double couche ? On a oublié la triple couche, hein. Voilà. On a déjà passé le cap d'oublier le désir de vouloir sortir de la matrice, hein. Ça vraiment, on considère que là c'est bon, on a compris, hein, parce que tant qu'on reste là-dedans, ou tant qu'on reste dans la peur de l'astral, vouloir dézinguer les entités, c'est la triple illusion aussi. Donc tout ça, faut vraiment oublier et se mettre vraiment au boulot de s'attaquer à la double couche de l'illusion cosmique, qui est très comique en fait. C'est-à-dire, on revient donc à la sécurité sociale, qui est donc le produit des programmes subatomiques et grégoriens, et qui est censé nous faire vouloir une validation, une valorisation permanente de type narcissique et de type manipulateur pervers narcissique. Nous sommes tous des manipulateurs pervers narcissiques parce que nous voulons tous actualiser le faux soi. Donc c'est très important à ce stade
de rentrer dans la compréhension des mécanismes de la perversion narcissique manipulatoire. C'est-à-dire que chaque être humain qui a un faux soi est un manipulateur pervers narcissique qui s'ignore. Voilà. Donc évidemment, il y a divers degrés à cette pathologie du faux soi, mais on est tous atteints de cette pathologie. Donc c'est pas la peine de dire c'est pas moi c'est l'autre, c'est moi avant tout et les autres aussi. Donc bien sûr, quand on joue des rôles dans SimCity, on va être tellement conscient de cette réalité qu'on est un pervers narcissique manipulateur qu'on va se rendre compte dans nos jeux de rôle et dans nos jeux de rôle, parce que c'est très comique cette histoire de mensonge cosmique, qu'on est en train de rechercher des sécurités, donc des validations, des valorisations. Et à chaque fois que l'on est, par exemple, dans une relation amoureuse, en train de chercher le prince charmant, on va chercher l'être qui va nous valoriser et nous dire « Oh, mais tu es merveilleuse, ma chérie, tu es la plus belle du monde, la plus intelligente, la plus valeureuse, etc. La plus vertueuse et la plus virtuelle, bien entendu. » Voilà. Donc, c'est ça qu'on recherche dans la relation amoureuse, et qu'on soit un homme ou une femme, on recherche d'être la 8e merveille du monde aux yeux de notre alter ego. Voilà. Et donc, une relation soi-disant harmonieuse sera une relation dans laquelle chacun des deux se donnera sa petite dose addictive de valorisation du faux soi. Donc, nous sommes tous dans des relations amoureuses de type pervers narcissique manipulateur. Alors, bien sûr, est-ce que l'on veut être la victime d'un autre pervers narcissique manipulateur ? Bien sûr que non. Voilà. C'est pour ça qu'on peut prendre conscience du grand jeu social, global, de sécurité sociale, qui consiste à nous fournir les uns aux autres des valorisations du faux soi pour entretenir un système global de sécurité sociale totalement. Enfin, vous voyez aujourd'hui avec la crise du Covid-19 et tous les masques que nous portons avec un bel eurofond qui s'appelle, je ne sais pas, un vaccin magique qui va solutionner tous les problèmes de la Terre en ce moment. Voilà. Tout ça est le résultat de la sécurité sociale et du grand mensonge global des faux soi qui se racontent des grosses histoires. Donc, au niveau privé, individuel, comment est-ce qu'on peut briser ce grand miroir qu'est la société, qui est une sécurité sociale ? On peut briser le grand miroir de la sécurité sociale globale, civilisationnelle, en brisant son propre miroir individuel. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Si vous voulez que le monde ne soit plus une grosse mascarade, arrêtez vous-même d'être une grosse mascarade. C'est tout simple. Voilà, basta.